Merci de nous retrouver ce jour dans votre magazine Info 7. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Info 7 de ce jour. A le réel plaisir de recevoir pour vous un éditorialiste. Il s'agit bien de Patrick Eyalé qui est avec nous sur ce plateau pour décortiquer l'actualité de la semaine. Vous le savez très bien que la semaine reste dominée par le dossier Matata, le dépôt de la proposition de loi du député national Daniel Mbaou, et puis le dossier autour de l'état de siège, le dossier CENI. Il y a également, vous le savez, en début de semaine, c'est en début de semaine bien sûr que le cardinal Laurent Moussengo a été mis en terre. Madame, Messieurs, nous allons également parler de ce cardinal qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo dans cette émission. Patrick Eyalé, bonsoir. Bonsoir Noëlla. Bienvenue. Merci. Comment vous portez? Ça va, mieux qu'hier, j'espère mieux que la fois dernière où je me suis retrouvé dans ce plateau. Ah bon? Oui, mais je n'en dirai pas plus. Non, mais vous pouvez quand même dire un mot, deux mots, parce que là, vous laissez nos téléspectateurs en suspense. Hein. Certainement, ils ont plusieurs questions qui sont en train de se poser maintenant là. Non, je pense qu'il y a tellement des sujets passionnants que j'aimerais garder suffisamment de temps pour dire tout ce que j'ai à dire concernant certains sujets, dont 2 ou 3 me tiennent vraiment à cœur pour dire vraiment tout ce que je pense de ce sujet-là. Voilà, certainement, les personnes qui sont en train de vous suivre maintenant se souviendront qu'à un moment, vous vous êtes levé pour hausser les tons, faire entendre le ton autour des éditorialistes de la République démocratique du Congo. Où en êtes-vous aujourd'hui avec votre combat? Non, ce n'est pas vraiment un combat comme tel, c'était un vœu. Un vœu. C'était une posture. Il y a eu un débat le 3 juin, le jour où on célébrait la presse. Il y a eu un débat qui a réuni le président national de l'UNPC, le président provincial. J'ai fait partie de ce débat. On avait échangé. Et moi, j'ai émis le vœu de clarification. De clarification. Voilà. C'était un vœu, je voulais que les choses soient clarifiées. J'ai assisté récemment à un débat qui a mis aux prises le président national de l'UNPC, que je salue d'ailleurs avec toute révérence, le président sectionnaire de Kinshasa, M. Kassamba, que je salue aussi. Il y avait aussi d'autres amis, c'était sous la direction de Jessica Bachelet, l'RTNC, que je salue aussi. On a échangé. C'était lors de la célébration de la journée mondiale de la presse. On a échangé autour de l'état de lieu de la presse. Et il a surgi ce débat. Moi, j'ai des positions par rapport à ce sujet, des positions que j'assume. Et c'est des positions que je défends, que je combats pour permettre aux gens de voir... Et quelles sont ces positions que vous combattez? Moi, j'aimerais que l'on fasse du toilettage. Que ceux qui sont des éditorialistes s'assument. Parce qu'il y a une nette nuance entre journalistes, tout court, et éditorialistes. C'est vrai qu'il y a des chroniqueurs, c'est vrai qu'il y a des reporters, mais je m'appesantis trop ou souvent sur cette casquette parce que c'est cette casquette qui a fleuri aujourd'hui dans l'espace médiatique. Mais sans que ces gens ne s'assument. Je ne veux pas citer les noms. D'abord, si vous pouvez d'abord éclairer l'opinion qui est en train de vous suivre maintenant, qui est éditorialiste? Un éditorialiste, c'est d'abord avant tout un journaliste. Mais il peut aussi ne pas être un journaliste. Mais c'est une personne invitée régulièrement à intervenir, soit dans une chronique d'un journal écrit, soit dans une émission à débat, comme il y en a beaucoup, mais qui a des idées, des opinions, qui n'est pas neutre dans sa prise d'opposition. Ok, qui peut appartenir à un camp ou à un autre? Non, vous ne pouvez pas officiellement appartenir à un camp. Officieusement? Même officieusement, on ne le peut pas, mais les idées que vous défendez, les perspectives, les opinions que vous portez, vous les assumez et vous les faites connaître. Vous ne venez pas comme quelqu'un qui, entre guillemets,
n'a pas de couleur, n'est neutre, alors que vous avez des idées, vous avez des opinions. Vous pouvez, en tout état de cause, vous fonder dans une opinion qui consiste à dire que pour moi, le président actuel est un incompétent. Vous pouvez avoir une convergence d'idées et d'opinions avec les opposants du pouvoir. Et vous pouvez même dire, sans vous cacher, que je soutiens les positions de M. Fayulu, que je soutiens la démarche de M. je ne sais qui, sans vous cacher dans une fausse neutralité, qui pour moi, d'ailleurs, n'existe pas. Mais malheureusement... Donc visiblement, on peut dire qu'on a plusieurs éditorialistes, mais qui se cachent derrière le journalisme. Prétendument, qui se disent simplement journalistes, alors qu'on a des opinions, alors qu'on a même au-delà des opinions, on a même des convictions. Et quel est votre vœu que vous avez émis en ce temps-là? Moi, mes opinions, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent depuis le moment où j'ai décidé... Non, le vœu que vous avez émis, c'est-à-dire que, parce que vous l'aviez dit tantôt, quand j'ai parlé d'un combat, vous avez classification. dit non. Classification. Que l'on ait un registre où l'on sait que celui-ci est un journaliste, il fait son métier, respectant les 10 commandements qu'on impose aux journalistes. Celui-ci est dans la chronique, avec les impositions qui vont avec. Celui-ci est un éditorialiste, estampillé, et dont les idées, les convictions sont connues. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et chacun s'assume. Je ne vous le fais pas dire en tout cas. Oh, on le sait très bien que depuis 1996, la loi en République démocratique du Congo, contrairement à d'autres pays en Europe, la loi en RDC n'a pas été amendée. Et comment peut-on alors réguler ces secteurs lorsque nous connaissons qu'on a des polémistes, des éditorialistes qui prennent possession, qui s'attaquent à un camp, à une personnalité, une autorité? Bon, c'est aussi parce qu'à chaque fois que j'émets une réflexion, même parfois sans mettre une réflexion qui tend vers une réflexion politique, j'ai l'habitude de signer le polémiste. Le polémiste, c'est juste de la satire. On l'a déjà vu ici, je crois, le précurseur de tout ceci en RDC, c'est le grognon. Dans d'autres pays, comme la France, dont je m'inspire souvent, vous avez les canards enchaînés, qui a cette tendance-là à présenter les choses sous le prisme de la satire. C'est un peu ça, quand on dit polémiste, ça n'a rien de hors du commun. Ça veut dire juste présenter les choses avec une dose de satire. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un travail à faire au niveau de la presse. Un grand travail. Il faut qu'il y ait vraiment une mise à jour. Il y a des gens qui sont restés, je dirais, dans un carcan moyenâgeux. Alors que la presse évolue. Les technologies aussi avec. Évolue avec la presse. Évolue avec l'air du temps. Avec l'air du temps. Avec l'air du temps. Aujourd'hui, vous avez des personnes comme les community managers. Ça veut dire les personnes qui gèrent les comptes des réseaux sociaux des personnalités. Ce sont des journalistes. Ils exercent le métier aussi de journaliste. Parce que c'est le format électronique. Voilà, on est parti du papier. On est allé vers la radio. On a transité vers la télé. La presse en ligne. La presse en ligne a pris le pas. Mais il faut que, à travers la mutation actuelle, que les réglementations suivent aussi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se réveille, même avec son smartphone, il raconte sa vie, il raconte tout ce qui lui passe par la tête. Il devient prétendu journaliste. Voilà. Ces gens, ils ont un nom identifiable à eux. Ce sont des blogueurs. Mais aujourd'hui, il y a cette facilité à appeler tout le monde journaliste. Un blogueur n'est pas forcément un journaliste. Un journaliste peut être un blogueur, mais un blogueur n'est pas forcément un journaliste. Donc, visiblement, l'actuel ministre de Communication a un très grand travail à faire en ce qui concerne la presse en RDC. Je pense qu'il a de la ressource et de la matière pour apporter un élan nouveau. Voilà, madame. Parce que, étant un ancien journaliste, il connaît les tares de ce métier pour être aujourd'hui de l'autre côté de la rive. Je pense qu'il sait ce qu'il faut faire pour mettre de l'ordre.
Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de la semaine qui va donner de précisions autour de cette pandémie Covid-19. Nous allons également parler de cette rencontre entre le ministre de l'économie et les membres et quelques entreprises de la place. Les détails dans ce dossier. Déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, a mis face à face d'un côté les importateurs de surgelés et de l'autre la DGM, la CVM, les lignes maritimes congolaises ainsi que la mairie de Matadi. L'atmosphère était pesante pour Sosimex, American Food, Sokin, Egal et autres qui ont été incapables de soutenir leur argumentaire devant ceux qu'ils ont accusés de percevoir les taxes impactant les prix des surgelés. Sans alibi, les importateurs sont dos au mur et l'application des prix annoncés devient inéluctable. Au sortir de cette réunion, le maire de la ville de Matadi, l'un des incriminés, coupe court à cette polémique. Que ce qui était écrit n'était ni perçu par la province du Congo central, ni par la ville de Matadi. Et nous avons exposé, nous avons montré la loi. Et nous avons donné le montant exact, 1000 francs congolais la tonne. Et vous divisez par 20 cartons ou 30 cartons, vous avez le montant. Le temps de la complaisance étant révolu, les importateurs ont promis de se prononcer dans 48 heures après un travail avec les experts du ministère. Autre problème à résoudre, c'est celui relatif à la production locale et l'industrie manufacturière. Silou, Simco, PPC Barnett pour les cimentiers, Fameco pour les barres de fer, sans oublier les PHC et Suista pour l'huile de palme et la limonade ont été reçus par le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, afin d'envisager une collaboration qui règle la question de la concurrence déloyale, de la fiscalité et parafiscalité qui menacent leur pérennité. Des échanges prometteurs et enrichissants. Face à la presse, ce jeudi 22 juillet, le secrétaire technique du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie à coronavirus a brossé la situation actuelle du Covid-19 en RDC. Lors de cette conférence de presse, Jean-Jacques Muyembe a tout d'abord félicité la population congolaise pour son engagement dans la lutte contre ce fléau. Il affirme qu'il y a baisse du nombre de cas de la troisième vague du coronavirus. Nous sommes maintenant dans notre troisième vague et cette vague a été vraiment une vague effrayante par le nombre de cas et par la gravité également de la maladie. Et comme je vous l'avais annoncé la fois passée, heureusement, nous avons déjà entamé la phase descendante de cette pandémie, de cette troisième vague. Et je pense, et je suis d'ailleurs convaincu, que cette baisse des cas est due avant tout aux mesures que le secrétariat technique a mises en place et surtout au respect de ces mesures par la population congolaise. Et si nous voulons éviter cette quatrième vague, il faut que la population continue à respecter les mesures barrières comme il a fait pendant la troisième vague ici. Jean-Jacques Muyembe a aussi profité de l'occasion pour annoncer l'arrivée de plusieurs lots de vaccins au pays en vue de lutter contre le Covid-19. Nous avons tous constaté qu'il y a maintenant un engouement pour rechercher le vaccin. Bon, malheureusement, il y a toujours cette contradiction-là chez nous. Quand les vaccins sont là, on est réticent. Et quand il n'y a plus de vaccin, tout le monde se précipite pour chercher le vaccin. Bon, mais de toute façon, le président de la République a résolu ce problème-là en annonçant qu'il y aura donc différents types de vaccins qui vont venir. Maintenant, l'autre jour, j'étais en contact avec madame la directrice du programme élargi de vaccination qui gère donc le vaccin Covid. Bon, donc, il a confirmé que dans les jours à venir, les vaccins seront là. À noter que la méfiance envers la vaccination pour lutter contre la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo reste largement répandue. Gestion de la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo. Patrick Yalé, comment trouvez-vous cette gestion par les autorités congolaises? Bon, je pense que la pandémie a montré que nous ne sommes pas prêts
Nous ne sommes pas prêts. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas prêts à gérer des situations d'exception. Bon. Alors, corps défendant, beaucoup de pays se sont montrés débordés par la gestion de cette pandémie. On a vu aux États-Unis, en Angleterre, en France, dans bien de pays africains, cette pandémie d'une rare violence a mis en mal beaucoup de gouvernants. Parce que c'est un virus imprévisible, c'est un virus qui se transmet avec une rapidité déconcertante. Voilà, donc le gouvernement a fait de son mieux, mais je pense que le gouvernement aurait pu mieux faire. D'abord, il y a eu une forme d'inconséquence dans les décisions. On ne peut pas à tout moment importer les décisions venues d'ailleurs. On n'a pas ce luxe d'importer les décisions comme les confinements, les décisions comme la restriction de certains lieux publics, les décisions comme la fermeture des gargotes, ce qu'on appelle Maléwa. Alors à la place, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Le gouvernement aurait dû accentuer la communication sur les gestes barrières, sur le respect des gestes barrières. Ça, au moins, on a les moyens pour imposer les gestes barrières. Est-ce que le message devrait passer facilement dès lors que nous connaissions tous qu'au début, la population avait du mal à croire même que la Covid-19 était une réalité en RDC? Ceci vient aussi de la première communication qui a suivi l'entrée du patient zéro. Le premier cas. C'était avec le ministre Eteni Longondo. Le ministre Eteni. Il y a eu un bidouillage. La communication. C'est en quelque sorte, lui, le nœud du problème. Je ne le ferai pas porter toute la responsabilité, mais la communication qui a émaillé le cas zéro a laissé perplexe beaucoup de citoyens. Parce que même le patient en question, à un moment, quand je me souviens, notre ami de Sangomo Conseil a interviewé, ce monsieur a raconté qu'il n'avait pas le Covid, patati, patata. Voilà. La communication est un élément très capital et très important. Et je suis d'avis qu'il y a moyen encore aujourd'hui de rattraper le coup et de mettre l'accent dans la communication en insistant sur les respects des gestes barrières. Parce que on n'a pas les capacités, on n'a pas les moyens à court, à moyen et à long terme de vivre sous confinement, de vivre sous cloche comme maintenant, en fermant les gargotes. Voilà un peu... C'est là, ça fragilise également l'économie du pays. Voilà un peu comment monsieur le gouverneur, qui s'y était mal pris, en annonçant la décision de restriction des moyens de transport. Vous avez vu, le jour qui vient, la levée de bouclier, parce que les gens ne peuvent pas. Déjà, que les gens à qui on a fermé les petits commerces, comme je disais ici, je ne fréquente pas ces milieux, mais je me mets dans leur peau, les tenanciers des boîtes de nuit. Les gens qui font ce qu'on appelle les maléois, les gens qui ont des débits de boissons. Mais les maléois continuent, non? Les restaurants sont restés ouverts. Vous dites que ça continue, mais vous connaissez nos policiers, quand ils ont reçu une injonction, ils vont toujours au-delà. Au-delà, j'ai vu plusieurs fois les policiers descendre dans des gargotes. Patrick, aujourd'hui, il y a le vaccin en RDC. Certaines personnes se sont déjà fait vacciner. Ce n'est pas peut-être une solution pour lutter contre la Covid-19? Moi, je suis pour le vaccin, bien que je ne me suis pas encore vacciné. Vous attendez quoi? J'ai plus foi dans d'autres vaccins, comme celui Pfizer. J'attends sa venue, je me ferai vacciner. Un autre dossier, vous avez suivi autour ces bras de fer entre le gouvernement et les importateurs des surgelés. Quel est votre regard face à ce bras de fer? Vous savez, ce dossier m'a intéressé au plus haut point. Parce que quand le gouvernement a annoncé la baisse de prix, j'ai été interloqué. Non, je ne dirais pas interloqué. J'ai été médusé
de voir une frange de la population se lever et être contre cette décision. J'ai vu ce qu'on appelle communément au Lingala les nonsologues, mais en bon français, on dit les toutologues. Les gens qui sont dans l'école de la toutologie. Les gens qui ont un avis sur tout. Hier, ils étaient ingénieurs en bâtiment. Après, ils sont passés ingénieurs quand on a fait les sauts de mouton. Ils nous expliquaient comment on fait les sauts de mouton. Après, ils sont devenus virologues. Ils nous expliquaient comment on gère une pandémie. Ils sont passés constitutionnalistes. Et là, j'ai vu fleurir des experts en économie. D'autres que j'ai vus, ils parlaient... On dirait que c'est une spécialité en RDC, hein? Je ne sais pas si dans d'autres pays, on a autant de gens qui ont un avis sur tout. Et parfois, sans modestie, ils vous donnent un avis comme s'il était fondé et ont droit de le dire. Parfois contestant l'avis des gens qui ont étudié ces matières. Moi, je me suis renseigné auprès des gens qui ont fait de l'économie. Parce que, voyez-vous, ces gens ont dit que l'État, que les dirigeants, que le gouvernement n'avaient pas le droit de réguler les prix. Ça n'appartenait pas au gouvernement, qu'on était dans l'économie de liberté de marché. Mais j'ai posé des questions ça et là. Mais j'ai été non seulement instruit, mais j'ai eu froid au dos quand je me suis dit, certaines personnes ayant fait l'économie, connaissant les sujets, mais usent de tromperie pour dérouter les gens, pour un peu faire croire aux gens que nous avons un bande d'incompétents, que nous avons un bande de zigotos qui ne savent pas ce qu'ils font. Je veux vous surprendre, madame. Vous savez que le gouvernement a même le droit d'interdire certains opérateurs de baisser les prix. Pas de les hausser, de les baisser. Je veux vous ramener un temps en arrière quand cet opérateur de téléphonie, Oasis, appliquait les prix à la baisse. Avec, je crois, j'ai oublié la campagne qui accompagnait ça. Cet opérateur faisait ce qu'on appelle du dumping. Il était en train d'appliquer des prix. On n'a pas assez de minutes sur ces dossiers parce qu'on doit évoluer. Hein? Non, permettez-moi. En un mot, s'il vous plaît, on doit évoluer. Ces concurrents ont saisi l'autorité et l'autorité a obligé à cette compagnie d'appliquer le juste prix. C'est aussi ce qu'a fait l'autorité en la matière avec les importateurs. Le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie. Les importateurs ont prétendu que les prix prenaient de l'ascenseur parce qu'il y avait des taxes qu'ils payaient. Et ces taxes surchargeaient la structure des prix. On leur a dit, brandissez-nous ces taxes. Ils ont été incapables. Ils n'ont pas brandi les preuves, mais ils ont cité les services. Ils ont parlé de la RVM, ils ont parlé de la DGM. Le ministre de l'économie a saisi son collègue des finances. Pour voir clair, on a diligenté une enquête. Aucune trace de paiement. Aucun. On est revenu vers eux. On dit, bon, on va maintenant vous décharger. Les taxes prétendument, là, que vous payez, on les lague de la structure. Vous n'allez plus payer ces taxes. La conséquence, quand vous payez des taxes indues, selon eux, qui surchargent la structure des prix, la conséquence, c'est laquelle? In fine, les prix doivent baisser. Et c'est là. Et j'ai aimé le commentaire quand celui qui a rendu le reportage a dit, ils sont au pied du mur. Effectivement, ils n'ont plus d'autre choix. Ils n'ont plus d'autre choix. Maintenant, il y a des gens qui disent, mais vous avez annoncé la baisse de prix, on ne voit rien depuis que vous avez annoncé. Mais voilà encore, les gens de bonne foi auraient dû expliquer à ces personnes qui se posent la question, comment ça se passe? Ces importateurs ont vendu des stocks aux revendeurs à un certain prix. Ces revendeurs doivent écouler leurs produits, leur stock. Vous n'allez pas demander aux importateurs qui ont acheté à un prix fort de baisser comme ça. Il faut que les stocks qui ont été achetés au prix fort soient écoulés. Les prochains stocks que les importateurs amèneront sur les marchés subiront la rigueur de la prix voulue par l'autorité en la matière. Ils vont appliquer ce qu'on appelle, c'est que le ministre... Mais comment expliquer cette situation? Parce que, est-ce qu'il fallait attendre le régime actuel avec Félix Tshisekedi pour qu'au moins qu'on puisse statuer sur cette situation qui a... vous savez, entre-temps la population. C'est des choses pour lesquelles j'aurais voulu, je sais qu'on parlera de lui,
entendre le cardinal. C'est des sujets sur lesquels je voulais entendre la Senco prendre position. Malheureusement, hélas, on ne l'entend que dans des sujets à caractère polémique. Ce sont des sujets, parce qu'il en va de ce qu'il a décrié, du pouvoir d'achat du Congolais. Imaginez-vous. On dirait que ce n'est pas l'affaire des politiques, ce n'était pas l'affaire de dirigeants de l'ancien régime. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si la baisse de prix, telle qu'annoncée, est effective, ça va enlever de la bouche de beaucoup de gens un discours qui est en train de croître pour dire qu'il n'y a pas de bilan. Ils seront ces gens qui sont de bon droit, je leur dis de bon droit, en commençant par la Senco et les autres partis d'opposition, qui sont en bon droit de faire l'opposition. Cette baisse, je vais utiliser une expression que j'aime bien, va les couper l'herbe sous les pieds. Parce qu'on ne parle pas des baisses allant de 5 à 10 francs, à 20 francs. On parle des baisses drastiques. Drastique. Et vous imaginez l'impact sur le panier de la ménagère. Mais tous ces gens redoutent cela, raison pour laquelle non seulement ils ont prêté main forte aux importateurs qui pour la plupart sont des associés, des gens que moi j'appelle des apparatchiks de l'ancien régime. Parce que dans le lot, vous avez les Indo-Libanais pakistanais qui pour la plupart sont associés, je ne citerai pas les noms. Ceux qui sont dans le domaine savent que derrière... Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette situation qu'on a vécue des années dans ce pays, la République démocratique du Congo? C'est... je n'irai pas à chercher loin. C'est... je veux le dire en lingala, Mtiamabe. Simplement. Non, les dirigeants d'hier n'étaient pas au service de la population. Moi les gens qui sont autour de l'ancien président, je leur ai affublé un nom, je les appelle des cabidolâtres. C'est-à-dire, ils ne sont là que pour faire... des éloges. Même pas des éloges, pour idolâtrer Kabila. Ces gens, et je me souviens que M. Kabila a dit que s'il avait 15 bons collaborateurs, que les choses n'allaient pas être comme elles ont été. Il avait raison de le dire. Parce que Kabila, comme l'a dit un de ses ex-lieutenants, ne gérait presque pas. Vous avez même vu, on a entendu l'histoire des cartes Visa, où vous avez des gens dans qui un pays, en RDC, est-ce que c'est le président qui gère ou c'est le gouvernement? Non. Le gouvernement gère, mais le président doit être au fait. Maintenant, je me pose la question. Par exemple, avec cette histoire des cartes Visa qu'on a distribuées aux épouses, aux épousettes, aux copines, aux copinettes, le président n'avait pas l'œil pour savoir que tous mes collaborateurs utilisaient des cartes Visa reliées dans le compte du Trésor qui sont servies pour acheter des Jimmy Weston, des Rolex, comme l'a dit M. Alinghetti. Voyez-vous comment on a laissé le pays aller à volo, comme ça. Voyez-vous comment on n'a pas pu ouvrir l'œil et le bon pour savoir pourquoi un carton de poisson coûte 5 $ en Namibie et il est vendu à 60-70 $. Est-ce que ça demandait d'être issu d'une université à Sorbonne? Que non, ça demandait d'avoir de la bonne volonté, ça demandait de se poser la question pourquoi les denrées alimentaires nous coûtent si cher. Il suffisait de poser Madame, la question. Messieurs, prenons à présent un autre dossier, le deuxième dossier de cette rétrospective de la semaine et on se retrouve juste après. L'audience a duré environ 6 heures. Les leaders de la jeunesse du parti Ensemble pour la République a été jugé en flagrance par les tribunaux de paix de Kinkole à Kinshasa. Il est accusé des provocations directes à désobéir aux lois du pays. Jacques Ndala a été condamné à 2 ans de servitude pénale et a payé une amende de 500 000 francs congolais par les tribunaux de paix de Kinkole. Les coordonnateurs de la Ligue de jeunes du parti Cher à Moïse Katumbi avaient d'abord été interpellés dimanche dernier par l'ANER avant d'être entendus les jours suivants au parquet général de Kinshasa Matete. Il lui est reproché des propos tenus lors d'un meeting
où il appelle à l'envahissement du palais du peuple pour empêcher l'examen de la proposition de loi relative à la nationalité congolaise. Une proposition de loi très controversée qui stipule que seuls deux Congolais nés de 2 parents congolais peuvent concourir à la présidentielle. À noter que si cette loi est votée, Moïse Katumbi, président de Ensemble pour la République, né d'un père étranger et d'une mère congolaise, serait écarté de la course à la présidentielle. C'est sous les coups de 14h45 que l'avion qui transportait les corps sans vie du cardinal Mosengo a atterri à l'aéroport international de Njili. Dans un cercueil en bois de cèdre très simple, la dépouille de l'archevêque métropolitain émérite de Kinshasa a été saluée par les archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo. La délégation des officiels congolais a été conduite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodja-Pwanga. À ses côtés, Modeste Bahati, président de la Chambre haute du Parlement, et Jean-Michel Tsamalukonde, Premier ministre. Occasion pour les speakers de la Chambre basse du Parlement d'éventer les parcours de celui qui a représenté une figure de proue, tant pour l'Église que pour le pays. Le cardinal a été une figure emblématique de l'histoire politique de notre pays, comme fils d'abord de la République démocratique du Congo et comme prêtre et évêque, un acteur majeur de l'Église catholique universelle et de l'Église du Congo. La première chose, c'est que le cardinal Mosengo témoignait beaucoup d'amour et beaucoup d'estime envers tout le monde. Il était ouvert et serviable à tout le monde. Il y a des personnes aujourd'hui, nombreux, qui grâce au cardinal Mosengo ont de l'avenir. Oui, il était sévère à l'égard de tout le monde. C'est l'attitude de tout parent, l'attitude de tout bon parent, d'être sévère quand on veut du bien pour son pays, pour ses frères et pour ses sœurs. Là, c'est correct. Il était exigeant. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous avions changé suite au conseil du cardinal, suite à son encadrement. Il n'a abandonné personne. Tous ceux qui ont voulu aller vers lui, il les a bien accueillis et il les a bien encadrés. Après une brève cérémonie de recueillement autour du cercueil, le cortège s'est ébranlé pour le centre-ville. Et c'est un cortège de plus de 30 km et une foule éplorée de chrétiens et sympathisants, rameaux à main, qui ont salué le passage de la dépouille du prélat défunt de la sortie des installations de l'aéroport jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala, avant d'être acheminé à la morgue Saint-Joseph. Patrick Eyalé, que retenez-vous aujourd'hui du feu cardinal émérite Laurent Mosengo? Le cardinal Mosengo était un grand esprit. Quoi qu'on puisse en dire, c'était un personnage d'une intelligence fine. Il a gravi les firmaments de son parcours ecclésiastique jusqu'à être, à un moment donné, parmi les 9 conseillers du pape. Ce qui n'est pas peu. Mais le politicien Mosengo, parce que c'était aussi un politicien, m'a laissé parfois dubitatif. Comment ça? Je me souviens déjà à l'époque, c'est lui qui a initié le parchemin de la 3e voie. Vous vous souviendrez peut-être, quand il s'est s'agit à la conférence nationale souveraine de faire acquiescer le choix de feu Etienne Tshisekedi, Mosengo viendra avec l'idée pour soi-disant départager la mouvance présidentielle et les forces du changement avec la voix de M. Kengo. C'est comme ça qu'à un moment, il a longtemps porté le surnom de l'homme de la 3e voie. Ça a porté un coup fatal à l'époque au combat que le mouvement de changement menait contre Mobutu. Les inclinaisons de Mosengo politiquement ont souvent été, je dirais, échelonnées de vicissitudes pour moi. Mais comme je n'ai pas pour habitude d'épiloguer plus qu'il n'en faut sur quelqu'un qui a tiré sa révérence, je ne souhaite pas en dire plus qu'il n'en faut. Je préfère
aujourd'hui, un peu comme l'a fait son petit frère, le sénateur Kaniki, contrairement au cardinal, je préfère qu'on soit plus dans l'aude. Ça veut dire, pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a fait de positif, parce qu'il a fait des choses positives, je préfère qu'on ne retienne que ce qui était positif. Et qu'on ne pilote pas outre mesure sur ces côtés qui nous auraient, peut-être nous et d'autres, je ne sais pas, chiffonnés. Je retiens que c'était un grand homme, un grand esprit, quelqu'un d'une fine intelligence, quelqu'un qui a aussi joué politiquement pour l'affaissement et l'effritement du régime Kabila. Et comment avez-vous trouvé le discours d'oraison funèbre du cardinal Fridolin Ambongo, un discours élargi à certaines considérations sociales en République démocratique du Congo? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé vouloir entendre la SENCO sur cette question d'importance capitale sur la baisse de prix de surgelés. On parle d'un sujet qui intéresse au plus haut point le vécu, le quotidien des Congolais que les uns et les autres disent défendre et parler en leur nom. Mais hélas, 3 fois hélas, je ne l'ai pas entendu sur ce sujet. Maintenant, pour revenir au discours politique de M. Ambongo, du cardinal, qu'allais-je dire, j'ai un souci parfois à séparer le message du messager. Le message en soi, il a été ce qu'il a été, mais moi c'est le messager qui a porté ce message qui m'a... le messager. Le messager. Vous parlez du cardinal Fridolin Ambongo. Je parle du cardinal. J'ai été ébaudi par son message. Pourquoi j'ai été ébaudi? J'ai eu l'impression d'une femme adultère qui prodiguait des conseils à une prostituée. Laissez-moi, je vais arriver. C'est une image, c'est une caricature, vous comprendrez que je ne suis pas de l'enfance. J'ai eu l'impression d'une image d'une femme adultère qui prodiguait des conseils de piété à une prostituée. Je vais m'expliquer. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu le cardinal recevoir une SEUV, une Jeep, de la part du camp politique du régime que la SENCO avait chargé de tous les péchés d'Israël. Vous parlez du régime Kabila. Du régime Kabila, on s'en souvient. Tout ce que la SENCO, l'Église catholique, a fait, qui a coûté même la vie de certains Congolais. Paix à leur âme, des Chat Kapangale, Rossi Chimanga, qui est mort quasiment devant le perron de l'Église. Ils ont affublé ces gens de tous les péchés d'Israël. Mais il a reçu avec sourire, pas un petit sourire, avec grand sourire, une Jeep. Le pompon, c'est qu'il en a réclamé une deuxième. De la part de ceux qu'il appelait hier être les bourreaux du peuple. Les prélats sont mariés à la morale. J'en viens maintenant à l'image que j'ai décrite. Ils ont fait vœu de fidélité à la morale. On peut aujourd'hui me dire que cet acte était un acte de moralité, que de demander à corps et à cri qu'on lui rajoute encore une Jeep. Alors qu'il venait de recevoir de la part des bourreaux une Jeep pimpon neuve. Alors qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le discours? Je parle du messager. Je vous renvoie à l'image de l'adultère qui vit dans l'opulence. Je parle de la femme adultère qui est en pleine commisération, mais qui s'en va donner des conseils à une prostituée. C'est-à-dire, je ne parle pas du message. Vous parlez du messager. Le cardinal Fridolin je parle du messager qui, pour moi, est tout sauf la personne indiquée en ce moment. Lui qui a des positions politiques connues et tranchées dès les premiers jours de la prise de position, de la prise de pouvoir de l'actuel chef de l'État. Ces positions sont connues. Non seulement ces positions sont connues, mais pour avoir à un moment reçu à bras ouverts, avec grand sourire, un
présent de grande valeur de la part des personnes qui, pas plus tard qu'hier, vous les avez présentés comme des criminels. Des criminels. Vous recevez les cadeaux de leur part et vous en exigez encore une autre. Et c'est encore vous qui venez avec un message qu'il a eu à donner dans une circonstance qui ne s'y prêtait même pas. J'ai entendu des gens faire le raccordement entre son message et celui de Monseigneur Ekofo. J'entends, je comprends. Ils sont dans leur bon droit. C'est vrai que le message n'est pas faux, n'est pas totalement faux. N'est pas totalement faux. Même si raison gardée, ils le savent, on le sait, qu'il n'y a aucune commune mesure entre la prétendue opulence de ce régime et l'opulence avérée qu'ils ont dénoncée du régime passé, qui leur a offert, non, qui lui a offert une Jeep. Il n'y a aucune commune mesure si l'on compare. Je n'ai pas dit que cela excuserait certains. Aujourd'hui, dans l'opinion congolaise, même via les réseaux sociaux, certainement vous l'aviez entendu, il y a certaines personnes qui estiment que le discours d'aujourd'hui, le discours que tient l'archevêque Fridolin Ambongo, même si vous l'aviez tantôt aussi dit, mais je veux que vous reveniez un peu avec des termes un peu clairs et précis par rapport à ce qui se raconte ça et là dans les réseaux sociaux. Certains ont comme l'impression que, au regard de ce que dit le cardinal Fridolin Ambongo, rien n'a changé avec l'actuel régime, le régime de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes-là? Vous savez, quand Moussengo a tenu son propos, fort à propos, parlant de Logoré, de médiocre, les jours qui ont suivi, on a coupé le signal de la RTC, qui est la chaîne catholique. On a fait des émissions spéciales à la RTNC où on nous a présenté un jeune homme qui ressemblait comme pas possible au cardinal. On nous les a présentés comme étant le fils du cardinal. Il y a eu une série d'émissions. Il y a eu le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a répondu de manière la plus officielle à l'Église catholique. Avez-vous entendu un son des dépositaires du pouvoir? Je ne parle pas des soutiens du pouvoir, je parle des dépositaires du pouvoir. Personne. Ils ne seront ni gazés, ni molestés. Je ne pense même pas... Là, vous parlez au nom du gouvernement, du régime? Là, je parle en observateur. En observateur. Et je pense ne pas être le seul à observer que la Senko mène une opposition, la même opposition qu'hier, mais que contrairement à hier, ils ne sont pas réprimés. Fort heureusement. Il y a certains cadres du parti au pouvoir qui réagissent quand même. Lequel? En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, à moins que vous me l'appreniez, aucun dépositaire du pouvoir, comme ce fut dans le passé. Dans les réseaux sociaux, ils parlent quand même, ils tweetent. Non, vous n'avez pas lu? Ne confondons pas, ne confondons pas les réactions des soutiens du pouvoir. Il y a un distinguo. Là, je vous ai donné les exemples où on a mis à contribution la RTNC, qui est une chaîne nationale. On y a envoyé des communicateurs attitrés du pouvoir pour répondre aux propos de Moussengo. On s'en souvient de comment c'était. Le ministre de l'époque de l'information, porte-parole du gouvernement, a pris la parole du gouvernement pour répondre. Vous n'allez pas comparer ces faits avec les états d'âme et c'est compréhensible des gens qui n'ont pas partagé la virulence des propos du cardinal et qui se sont exprimés quant à ceux. Moi, je vous parle des dépositaires, des personnes qui portent officiellement la voix du pouvoir actuel. Ils n'ont rien dit. Ils constatent et ils laissent faire la Senko dans son opposition. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas hier. Même quand je parle du cas Ekofo, on sait comment Monseigneur Ekofo
a traversé pour fuir. Après Jacques Ndala condamné à 2 ans de prison, vous le savez très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que le droit a été dit à la hauteur, à la taille de l'état de droit voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Je suis un peu dérangé pour commenter ce sujet parce que Jackie, c'est une personne que je connais, avec qui j'ai des rapports courtois. La situation dans laquelle il se trouve m'inconforte. Je ne suis pas de ceux qui, parce que je ne partage pas les mêmes avis, opinions que des gens, souhaitent les voir dans des conditions difficiles. Je tiens à lui signifier d'abord mes encouragements. Il porte ses convictions que je ne partage pas. J'aurais souhaité que les convictions qu'il porte ne l'amènent pas là où il est. Maintenant, à la question de savoir si le droit a été dit, je pense, je ne me trompe pas, je pense que je ne me trompe pas en disant que le droit a été dit. Si je vais aller au-delà, j'ai lu un reportage où on disait qu'il a été arrêté parce qu'il attaquait la loi sur la congolité. Non, il n'a pas été arrêté, interpellé, jugé et puis arrêté. C'est par rapport à la désobéissance aussi. Il a été jugé, arrêté pour des propos qui étaient en rébellion avec les lois du pays. Fort malheureusement, il était dans une récidive. Les gens ont tendance à oublier que dans une affaire judiciaire, le caractère récidive a je dirais, un impact. Malheureusement, notre ami s'était lancé dans des discours répétitifs qui étaient menaçants. Voyez-vous, les juges parfois n'arrêtent pas. Un internaute m'a d'ailleurs envoyé un message via Facebook pour dire que nous voyons également une vidéo d'un combattant du parti au pouvoir qui est en train de circuler. Mais pourquoi lui aussi n'est pas... la justice n'a pas mis la main sur lui? Vous avez également vu cette vidéo? J'ai vu cette vidéo et j'ai eu des discussions autour de ça. Et là, je vais m'adresser aux dépositaires du pouvoir. Ceux qui disent qu'il y a une justice à double vitesse n'ont pas totalement tort. Mais j'aimerais dire ceci. La justice à double vitesse ne veut pas dire que ceux qui sont jugés pour les faits qui les sont reprochés sont mal jugés ou sont jugés pour des faits dont ils ne sont pas coupables. Non. Mais la justice à double vitesse, dans le sens où moi je l'entends, où je le comprends, il faudrait que les faits qui sont reprochés aux uns, qui les conduisent devant le juge, que ces faits aussi, si on les retrouve dans le chef des personnes gravitant autour du pouvoir, qu'ils soient interpellés, jugés. Si les décisions de la justice ou les décisions de la justice vont dans le sens de les condamner, qu'ils fassent aussi de la prison. Il y a, et je dois le dire à haute voix, une espèce de, je dirais, je ne sais pas quel terme utiliser, mais cette impression, parlons par exemple du sujet dont vous avez fait part, qui circule dans le réseau, d'un personnage qui aurait tenu aussi des propos allant dans le même sens. Mais j'aimerais, et ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, je l'ai dit à plusieurs fois au premier cas de dérapage que j'ai écouté de gens qui gravitent autour du pouvoir. Il faut mettre fin à ça. Il faut que ces gens, s'ils sont dans la récidive, soient mis devant leur juge. Madame, messieurs. Parce que on ne peut pas construire un pays avec des débats, avec des discours de violence. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, mais on crée des conditions d'exaspération pour qu'un de ces 4 matins, que ça nous pète à la figure.
C'est la semaine que le député national Daniel Mbaou a déposé sa proposition de loi. Cette proposition de loi qui fait parler plus d'une personne, surtout lorsqu'on touche le sujet relatif à la dot. Madame, messieurs, retrouvez plus des détails dans ce dossier. C'était l'avant-midi du mercredi 21 juillet lorsque Daniel Mbaou, député du Moamba, ville de Kinshasa, a déposé la proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille. Après cela, le député national s'est adonné devant la presse à l'exercice de questions-réponses pour apporter plus de lumière sur cette initiative parlementaire. Il explique ici sur quoi repose cette réforme. Cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sur le fiançailles ou sur la polygamie. Mais elle porte sur des questions substantielles, fondamentales du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités. Les traits marquants de ce texte est sans doute le renforcement de la socialisation du code de la famille qui devient désormais, comme vous allez le remarquer, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Le député Daniel Mbaou est aussi revenu sur quelques changements apportés. Au nombre d'innovations, cette proposition de loi renferme, entre autres, la possibilité de la réorganisation ainsi que de l'encadrement pénal de la succession et du patrimoine successoral. Ce texte apporte aussi comme innovation l'interdiction formelle et stricte de la pénalisation des actes de polygamie. Que cette proposition de loi supprime le caractère simpliste des fiançailles et les convertit en une relation statutaire et en une promesse solennelle. Mais la grande question qui se pose avec acuité, que l'on propose ici en termes d'innovation, c'est la fixation maximale du montant de la dot. Allons croire, cette réforme ne vient pas sabrer la coutume, contrairement à ce que prétendent certaines personnes dans les réseaux sociaux. La réforme tient compte des réalités traditionnelles de la RDC. La proposition de loi du député national Daniel Mbaou fixant la dot fait parler plus d'un Congolais. Le président du Conseil supérieur des autorités coutumières rejette en bloc la dite proposition fixant la dot à $500 américains en milieu urbain et $200 en milieu rural. Lui, en tant que député, je l'invite seulement à lire la loi 15/015 du 25 août 2015 portant statut de chef coutumier. Je l'invite à aller lire la Constitution en son article 207. L'autorité coutumière est reconnue. Et la loi sur l'autorité coutumière voudrait que tout ce qui est coutume revienne à une exclusivité du pouvoir coutumier. Il devrait plutôt nous aider, nous, à mieux organiser les systèmes coutumiers, le pouvoir coutumier, parce que c'est à nous de porter des solutions à cela. On dit la coutume est locale. Vous allez demander $500, $10, même $20. Par rapport à quoi? Qui vous a dit que la coutume correspond par rapport à l'argent? Sa Majesté Fumudi Fima soutient que la dite proposition de loi énerve la loi sur l'autorité coutumière. Aujourd'hui d'ailleurs, quand les gens vous présentent des factures, mais les présentent par rapport aux circonstances que vous créez vous-même. Qui est ce député qui va accepter d'aller au village épouser sa femme comme d'habitude avant une manière? Vous voulez louer des salles ici à 10 000, des habillements, décorations à 10 000. Et vous allez dans des familles qui n'ont pas d'argent et vous voulez se faire vous-même. Je pense qu'il faut plutôt recadrer la société. Mais la coutume est constitutionnelle, la coutume a une loi. Ce sont des propositions qui énervent inutilement. D'ailleurs, ça va à l'encontre de la loi sur l'autorité coutumière. Je vois que là, il a tapé à côté. Le président du Conseil supérieur des autorités coutumières appelle le député national Daniel Mbaou à faire un rétropédalage. Sa Majesté Fumudi Fima l'invite par ailleurs à prêter main forte aux chefs coutumiers pour mieux réorganiser le pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Patrick Yalé, le député national Daniel Mbaou, apporte quelques éléments dans ce qui concerne notre code de la famille, les codes en République démocratique du Congo. Mais là où ça fait parler plus d'un Congolais, c'est lorsqu'il touche la question relative à la dot. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve cette proposition fantaisiste. Fantaisiste. Oui. Si vous régulez
je dirais, je ne sais pas comment je vais appeler ça, le montant qu'on doit verser à la dot. Mais comment vous faites pour réguler les à côté que les familles demandent? On ne demande pas que l'argent. Toute la litanie des choses qui sont demandées. Vous n'avez rien fait. Parce qu'il y a de ces familles, dans la coutume, on demande fusil, on demande vache, chèvre. On demande chèvre. Si vous faites la somme de tous ces éléments, on va au-delà de la régulation de la dot à $500. Cette proposition, c'est pour régler quoi? C'est pour apporter quelle solution? Parce que les dépenses, elles sont volontaires. Elles sont volontaires. Une personne, s'il veut s'offrir un mariage coûteux, ça ne le concerne que lui. Au nom de quel principe voulez-vous réguler cela? C'est une liberté. C'est une liberté. C'est vrai qu'il y a des familles qui demandent des montants, je dirais, exorbitants, mais ça procède de la liberté. Ça procède de la liberté. On ne peut pas mettre des digues à cette liberté. Parce que de toute façon, elle résout quel problème? Vous allez imposer aux prestataires qui nous offrent $500 en province. Vous allez imposer que les salles de fête soient revues à la baisse? Vous allez imposer aux sociétés brassicoles, ah tiens, le jour où il y a mariage, il faut baisser les prix des boissons? Vous réglez quel problème? $500 lorsque vous êtes en ville, en province, mais dans les coins et recoins, dans les fins fonds de la province de l'Équateur, $200. Est-ce que la femme qui se trouve dans ce coin-là de la RDC est différente à celle qui se trouve à Kinshasa? La réponse se trouve dans votre question et de la façon dont vous me l'avez posée. La réponse est claire. Ça montre parce que lui, le député national veut nous faire croire que cette femme est différente de celle qui est à Kinshasa. On parle, je ne sais pas si on en viendra sur ce sujet de la discrimination. Ça, c'est une discrimination. Au lieu qu'on nous parle de la discrimination sur la loi Tchani. Mais ça, c'est de la discrimination. Mais vous avez fort bien présenté les choses. Au nom de quoi on devrait épouser une femme avec $500 à Kinshasa et $200 chez moi à Bassankoussou par exemple. La femme qui vient de Bassankoussou est quoi? Est différente de celle qui habite Kinshasa. Selon le député national Daniel Mao. Qui nous explique en quoi alors? Voyez-vous comment c'est un monsieur que j'apprécie, que j'admire parce que incontestablement c'est un garçon intelligent. Mais là, je pense que il nous amène dans l'auberge espagnole. Ça n'en vaut pas la peine. Et de l'autre côté, on a le chef coutumier. Vous avez suivi la réaction du président du conseil de l'autorité coutumière en République démocratique du Congo, Sa Majesté Fumudi Fima, qui dit que ça relève de la coutume. Il n'a pas tort. Encore une chose que j'ai entendue dans cette proposition, c'est le caractère d'obligariété du temps des fiançailles. Où il est dit qu'après 6 mois, renouvelables une fois, si les fiançailles ne sont pas concluants, on annule les fiançailles. Non, ça c'est fait pour faire rire les vaches. C'est fait pour faire rire les vaches. Dans quel pays vous avez vu au monde où on peut circonscrire la durée des fiançailles? On est où là? Ça commence en RDC, vous ne voulez pas? J'aurais été content si... voyez-vous, il y a des secteurs de la vie qui demandent qu'on s'y penche pour faire une mise à jour des lois. Par exemple, la façon dont a lieu les enterrements au Congo. La loi qui encadre ça est une loi, si je ne m'abuse, qui date de l'époque coloniale. Voilà des secteurs de la vie où les intelligences des députés peuvent être mises à contribution.
vous êtes sans ignorer que notre façon typique et atypique de pleurer ceux qui nous quittent nous est propre à nous-mêmes. C'est sur ces sujets pareils qu'on devrait peut-être avoir des débats, mais pas sur la liberté de gens à vouloir faire 5 ans de fiançailles, 10 ans de fiançailles. Si moi j'ai les moyens, je dis, ah, ma femme, je vais l'honorer en versant une dot de 5-10 000 $. Ou peut-être la belle famille peut dire non. Mais il y a de ces belles familles aussi qui disent non, nous on veut juste quelque chose de symbolique. Il y a des femmes qu'on a épousées à 100-150 $, mais qui Quand le vous sont... touchez ces points-là, Patrick Eyalé, aujourd'hui, la dot en soi, c'est quoi? Parce que vous l'aviez dit tantôt qu'il y a des familles qui vont un peu au-delà, mais il y a d'autres qui demandent aujourd'hui. Parce que hier, vous le savez très bien que hier, ce n'était pas ça. C'était juste un symbole. Aujourd'hui, on a donné, j'ai comme l'impression, mais vous allez éclairer un peu l'opinion, parce que vous êtes là pour éclairer l'opinion sur nos questions. Aujourd'hui, la dot là, c'est quoi? Non, ne nous trompons pas. Aujourd'hui comme hier, épouser une femme, ça n'a jamais été une chose simple et facile comme on tend à les faire croire. Peut-être qu'hier, on ne demandait pas l'argent. Mais les choses qu'on demandait en symbole. Mais il fallait avoir les moyens pour les avoir. À l'époque, on demandait à l'homme qui veut épouser la femme d'apporter un fusil. Mais c'était le signe de la richesse. Ne l'avait pas, ne s'en procurait pas qui voulait. Ça n'a jamais été un chemin, je dirais, de facilité. Depuis nos ancêtres, il faut que l'homme qui veut épouser, prendre en mariage une femme, montre quand même que c'est quelqu'un à même d'être le chef de la famille. C'est ainsi que nos us et coutumes, pas simplement d'aujourd'hui, même si ces us et coutumes ont été un peu dévoyés, mais même quand on rentre, quand on fuit dans notre passé, ça n'a jamais été avec des cacahuètes qu'on a épousé nos femmes. Non, jamais. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été avec un feuille de manguier qu'on coupe comme symbole de fleurs. Voici, je suis... Non, non. On a toujours demandé des présents. On a toujours demandé des symboles qui, dans ce temps-là, valaient, je ne dirais pas la peau des fesses, vous me permettrez l'expression, mais c'était quelque chose. C'était quelque chose. Nos grands-parents, quand ils nous racontent comment ils ont épousé nos grands-mères, ils en parlent avec fierté parce que dans le temps, quand on vous demande une machette et que vous apportez cette machette qui était un instrument de grande importance au village, mais vous êtes quelqu'un à féliciter. Donc il ne faut pas qu'on nous dise ici que le mariage a toujours été quelque chose qu'on fait avec claquement de doigts. Non, même si c'est vrai qu'il y a au jour d'aujourd'hui, je dirais, un excès dans la culture qui entoure, et pas seulement les mariages, même les enterrements. Moi, je viens d'assister à l'enterrement d'un papa, d'un ami. J'ai vu les dépenses qu'ils ont fait. Ça, c'est une famille modeste. Ça m'a fondu le cœur. Aujourd'hui, les prix des services sont exorbitants. On vous demande parfois, dans certains endroits, 5 000 $. 5 000 $ pour déposer un proche à nous 6 pieds sous terre. C'est des choses... un autre dossier. Non. J'aurais aimé qu'il impose peut-être des prix aux cimetières qui font fortune aujourd'hui. Voilà des sujets sur lesquels moi je peux être d'accord. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays... S'il vous plaît, comment pouvez-vous expliquer dans un pays aussi pauvre qu'il y ait des endroits où on demande 5 000, 10 000 pour enterrer quelqu'un? Des sujets qui valent la peine.
Un autre dossier qui a retenu l'attention de Congolais la semaine, c'est le dossier l'affaire Matata Pogno. Vous l'aviez suivi. Il a annoncé via son compte Twitter qu'il a été empoisonné alors qu'il était attendu devant la justice pour s'expliquer autour des fonds qui ont été alloués dans ce projet-là, Bukanga Lozo, que vous connaissez très bien. Est-ce une fuite en avant, comme l'affirment certains Congolais? Si ce n'est pas une fuite en avant, je ne sais pas comment on peut qualifier cela. Mais il avait dit lui-même qu'il se présente devant la justice en homme libre pour s'expliquer parce qu'il continue à dire qu'il est innocent, il ne connaît rien. Seule la justice peut le blanchir. Ce n'est pas la communication, ce n'est pas... Seule la justice peut établir que tous les faits qui lui sont reprochés sont des faits qui ne sont pas vrais. Le tralala auquel on assiste autour de sa communication, moi, me laisse penser que Matata Pogno se reproche de beaucoup de choses. Que la justice, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ne s'acharne pas contre lui. Bien au contraire, ses agissements, la communication autour de lui nous laisse clairement entrevoir qu'il redoute de se retrouver devant la justice. Aujourd'hui, ses avocats demandent à ce qu'il soit évacué pour aller prendre de soins. Il aurait été le meilleur Premier ministre que la République n'ait jamais connu, selon les personnes qui lui sont proches. Je pense que dans son bilan, il a eu à construire des hôpitaux dignes de ce nom qui devraient le prendre en charge. Donc, il est hors de question que celui qui a été un excellent Premier ministre puisse être évacué parce que dans son bilan, il ne va pas nous dire qu'il a tout fait, sauf nous laisser des hôpitaux viables. Ça serait fort amusant, vous ne trouvez pas? Donc voilà, l'échappatoire de dire qu'il doit se faire évacuer, il faut laisser ça à, je dirais, aux personnes qui font dans les cirques. Une certaine catégorie de personnes estiment que réellement c'est du poison et on veut l'éliminer de la scène politique. Un avis médical nous brandit, va nous permettre de ne plus spéculer. Même les contrôles pour savoir si on a un poison, nos hôpitaux qui nous a laissés ne peuvent pas les faire. Même ça, je ne dis pas qu'il soit soigné, parce que ça c'est notre paire de manches. Mais j'ai déjà répondu. Mais quand une personne a un poison, c'est constaté par un test médical, on peut nous brandir ce test. Il a été fait où? Dans quel hôpital? Où on a certifié qu'il a un poison. Et c'était quoi ce poison? Il y a des tests poussés qui peuvent même nous renseigner sur l'origine du poison. Donc voilà, j'ai dit que ces choses, on devrait les ramener là où elles doivent être, dans un cirque. Madame, Messieurs, place au dernier dossier de cette rétrospective de la semaine. Communiqué des confessions religieuses relatif à la désignation des candidats à la CENI. Nous, membres de la plateforme des confessions religieuses, sommes réunis en assemblée plénière ce vendredi 23 juillet 2021 pour évaluer les enjeux pertinents liés au processus électoral de 2023 et lever une option consensuelle sur la désignation de nos candidats à la CENI. Il convient de rappeler que le présent processus électoral est soumis à l'exigence d'être crédible, transparent, inclusif et apaisé. D'où la nécessité de s'en tenir aux réformes électorales objectives et à la désignation des animateurs de la CENI en toute responsabilité. Au moment où nous nous engageons à procéder à la désignation de nos candidats à la CENI, permettez-nous de dénoncer des pressions,
des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher à faire librement notre travail. Cette façon de faire est un manque de respect envers les chefs des confessions religieuses et un abus de pouvoir. Par conséquent, nous mettons en garde toutes ces personnalités déjà identifiées si jamais un malheur arrivait à l'un de nous dans ces contextes. Au regard de ce qui précède, nous réaffirmons notre détermination à ne pas céder à toute tentative de perturbation du présent processus électoral qui doit obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour l'alternance démocratique en 2023. Je déclare ouvert le séminaire gouvernemental. Plus qu'un simple mot d'ouverture de ces séminaires à l'intention de membres du gouvernement, Jean-Michel Tsamalukonde, le discours du président de la République a sonné tel une mise au point ayant pour objectif d'inviter le participant à ces assises à transcender les querelles partisanes qui minent l'espace public afin de constituer un bloc suffisamment compact susceptible de mener sous son leadership une guerre contre les antivaleurs qui plombent les développements de la nation. Le contexte qui marque votre entrée en fonction est la résultante d'une prise de conscience communément partagée et qui m'a par ailleurs amené à décliner ma vision que j'ai amplement explicitée lors de mon discours à la nation le 6 décembre 2020 à l'issue des consultations nationales. Ces consultations ont eu le mérite de démontrer qu'une grande majorité de Congolaises et de Congolais étaient prêts à transcender les querelles partisanes qui minent l'espace public afin de constituer un bloc suffisamment compact, susceptible de mener, sous mon leadership, une guerre sans merci contre toutes les antivaleurs qui plombent le développement de la nation. Toutes ces actions qui relèvent du domaine du possible ne peuvent toutefois se réaliser qu'à la condition de privilégier la solidarité gouvernementale, de définir vos stratégies dans une logique holistique et de vous soumettre aux directives et au leadership du Premier ministre, chef du gouvernement. En effet, du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises de position partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. En effet, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Rappelons que pendant 3 jours à Fleuve Congo Hotel, soit du jeudi 22 au samedi 24 juillet 2021, le membre du gouvernement Tsamalukonde devront réfléchir autour du thème « Créer une dynamique des changements par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats ». Patrick Eyalé, quelle est votre appréciation de la proposition de loi du Dr Noël Tchani portée devant la Chambre basse par le député national Singhi Pouloulou? Bon, ce débat qui passionne les gens me laisse quelque peu parfois perplexe par la tournure que ça prend. Une proposition de loi est par essence impersonnelle, mais bon, il se fait que depuis un certain moment, un camp ne veut pas qu'on débatte de cette proposition en arguant que cette proposition viserait son leader. Je ne sais pas pourquoi une telle fuite en avant, d'autant plus que ce genre de disposition, on le rencontre dans bien de pays. Et je l'ai dit une fois, dans d'autres pays, il est même exigé que vous soyez de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, mais aussi d'épouser une femme ayant une femme du pays.
dans bien de pays. Ah, ils sont allés au-delà. Au-delà. On inclut également la femme. Grand-père, grand-mère, inclut que vous devez épouser en Algérie, une Algérienne, en Tunisie. Et en RDC, on parle de père et de mère juste président. En RDC, au fait, on est revenu à la norme. Parce que sous le Zaïre de Mobutu, il en était ainsi. De père et de mère. C'est à l'issue des guerres nous imposées par qui l'on sait, à travers les personnes que l'on connaît, qu'on a, je dirais, scié cette formule pour l'assouplir. Maintenant, ceux qui parlent de discrimination, parce que j'entends dire que voilà, discrimination par-ci, discrimination par-là. Mais la Constitution, en l'état, mais elle discrimine déjà certains Congolais. Parce que, quand on dit, ne peut postuler que quelqu'un qui a 100 000 $. Déjà une discrimination. C'est une discrimination. Nous autres ici, même pour être candidat député, si je le souhaite en 2023, mais les montants même qu'on demande, je ne voudrais pas répéter l'expression que j'ai utilisée tantôt, ça va me coûter, là je dirais, les yeux de la tête pour ne pas dire... Mais qu'est-ce qui énerve ces Congolais? Non, j'aimerais m'appesantir sur le caractère de la discrimination. Je vous ai parlé des 100 000 qui sont déjà discriminatoires, mais ce que les gens ignorent, pour être candidat député, il faut être Congolais tout court. Mais pour se faire élire président, soit du Parlement, Assemblée nationale, soit du Sénat, il faut être Congolais de père et de mère. C'est inscrit. C'est inscrit dans notre Constitution. Il faut être Congolais d'origine. Mais pourquoi la Constitution catégorise les Congolais naturalisés et les Congolais d'origine? Mais parce que ceux qui ont fait la loi ne sont pas idiots. On nous brandit... Répondez quand même à ma question. Qu'est-ce qui énerve ceux qui ont le temps pour dire non à cette proposition de loi? Mais la question, il faut la poser à eux. Moi, j'ai dit que cette proposition, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Elle n'est pas malvenue. Pourquoi? Pourquoi elle n'est pas malvenue et je la trouve bienvenue? Je n'aimerais pas reprendre toutes les théories qui ont été avancées, avec raison d'ailleurs, mais j'estime qu'elle est, cette proposition bienvenue, parce qu'elle va nous permettre de mettre le débat sur la table, de savoir qui est Congolais réellement. Qui est Congolais réellement? Quel est ce pays où on ne sait pas savoir qui est Congolais, qui est étranger? Au-delà de père et de mère, mais il faudrait qu'on sache qui est Zambien, qui est juif, qui est italien, mais avec le recensement, on ne peut pas connaître tout ce que vous êtes en train de dire. Je parle de l'identification. Identification. Identification. On doit identifier les Congolais. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont dit que ah, mon papa est juif, il est grec, voilà, c'est noté. Mais quand on cherche à savoir aussi un peu, mais qui est votre maman? Mais là aussi... Donc on doit identifier chaque personne. Mais là aussi, depuis parce qu'on a enterré quelqu'un au Congo, cette personne devient Congolais. J'ai été éberlué par cette réponse. Ma mère a été... Non, mais non. Quel devra être aujourd'hui le sens de l'arbitrage du président de la République qui est toujours sollicité par un camp? Les lois, pour qu'elles soient promulguées, passent... Par le président de la République.
c'est en ce moment-là que le président, je pense, se prononcera. Mais pas avant. Le président ne peut pas interférer dans un débat qui a lieu à l'Assemblée nationale. Donc les députés doivent faire leur travail. Du moment où cette proposition de loi n'énerve pas la Constitution, contrairement à ceux qui disent, en mettant en avant les dispositions de certains articles 220 et 13, parce qu'on n'a pas assez le temps, moi j'ai des arguments pour démontrer que cette proposition n'énerve pas ces dispositions. Donc au moment où ça n'énerve pas ces dispositions, il faut laisser le débat se tenir à l'Assemblée nationale. Que les arguments des uns et des autres soient entendus et que même au-delà des députés, nous qui allons suivre, nous allons être éclairés. Mais si le pays avait de l'argent, je dirais, suffisamment, moi j'aurais préféré cette question soit soumise au référendum. Les gens qui disent que cette question divise, oui, elle divise. Mais ce n'est pas parce qu'une question divise qu'il ne faut pas la traiter. Dans certains pays, ce genre de questions, un peu comme en France, pour entrer dans la communauté européenne sous Maastricht ou pas, quand les Français étaient divisés, on a soumis cette question au référendum. Cette question aurait pu être soumise à un référendum. Mais bon, je ne pense pas qu'on a l'argent. Parlons à présent de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par le président de la République. La semaine, on a encore enregistré des morts à Beni, au Nord Kivu. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler de l'inefficacité de l'état de siège décrété dans ces deux provinces? L'inefficacité aurait été de ne rien faire. Aurait été inefficace que de ne rien faire. De ne rien faire. Plusieurs solutions ayant été essayées, cette solution prévue par la loi devait être aussi essayée. Mais comment voulez-vous juger de l'efficacité d'une décision, d'une guerre qui dure plus de 20 ans? Vous jugez de l'efficacité de la mesure prise en 2 mois. En 2 mois. Si ce n'est pas de la sorcellerie, comment on peut appeler ça? Une guerre de plus de 20 ans. Vous demandez des comptes à une mesure qui n'a même pas fait 6 mois. Il est patent que cela résulte simplement de la mauvaise foi. Pour ne pas dire de la sorcellerie. La semaine des généraux arrêtés dans ce coin du pays, est-ce que les ennemis de la République sont à chercher dans l'armée? Le président n'avait pas tort de dire que le pays est gangréné par la mafia. On a parlé des 13 millions de dollars qui auraient pris une destination douteuse ou inconnue. L'enquête n'a pas donné suffisamment d'éléments. Mais cela montre qu'au sein de l'armée, et c'est des choses que le régime actuel a héritées, notre armée est plombée, on le sait. Et les gens de bonne foi savent que ce n'est pas en 1 année, 2 ans, même en 5 ans, qu'on va remettre de l'ordre dans l'armée. Non, il faut qu'à un moment, qu'on arrête avec ce populisme à 2 fronts. L'armée, ce n'est pas un secteur comme tous les autres où il faut y aller va-et-que-vac comme ça. Déjà, il faut apprécier les fissures qui sont mises à nu et qui, j'espère, vont permettre que l'on remette de l'ordre. Alors, comment avez-vous trouvé le discours du président de la République devant les Warriors? Il a interpellé, il les a demandé de ne pas que personne ne suive les injonctions venant d'une autorité morale, soit de son parti, qui soit réellement au service de la population. Le devoir des résultats, c'est cela que nous avons besoin. C'est cela qui a manqué pendant fort longtemps.
où vous avez... Le recadrage. Non, même, je ne parle même pas de recadrage. Où vous avez le commandant du navire qui demande des résultats. C'est cela, au fait, le sens de ces séminaires. On a besoin des résultats. Le chef de l'État fait savoir à ses ministres que nous avons besoin de vous voir à l'œuvre. Mais lorsqu'il parle de prise de position, il fait allusion à qui? Mais vous êtes sans ignorer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un mouvement politique qui est à la fois au gouvernement et à l'opposition. À la fois au gouvernement et à l'opposition. Ce n'est un secret pour personne. Ce regroupement a des ministres, mais les cadres de ce parti ou de ce regroupement sont dans l'opposition et pas dans la petite opposition. Le président a bien fait de rappeler aux ministres de ce parti que les horreurs du passé... Et c'est quel parti? Il faut appeler les chats par son nom. Ah, je n'ai pas... Pour ne pas laisser les téléspectateurs dans le suspense et poser trop de questions. Non, mais vous n'avez qu'à lire les sorties médiatiques de celui qui a été le témoin 41 dans le procès de M. Bemba. Merci. Ok, autre chose, vous avez suivi l'alerte des confessions religieuses qui disent faire face aux menaces alors qu'ils sont en train de travailler pour la désignation des animateurs, de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Je serais parti sur ma fin si je n'avais pas glissé un mot. Voyez-vous le lapsus révélateur de l'abbé Ncholi? Il dit qu'ils sont en train de bien faire les choses pour qu'il y ait alternance en 2023. Mais si le chef de l'État, qui au regard de la loi, a la possibilité de candidater, et si les électeurs lui accordent encore un autre mandat, au nom de quoi M. l'abbé Ncholi peut parler d'alternance en 2023? Vous voyez? Donc, vous avez déjà une composante qui a déjà son schéma. Qu'en 2023, on doit avoir une alternance. Alors que le chef de l'État a la latitude au regard de la loi d'avoir un deuxième mandat. Mais il a une boule de cristal qui lui fait savoir qu'en 2023, les Congolais ont dit qu'ils ne vont pas réélire le candidat à sa propre succession, le président de la République. Voilà comment on démasque les prises d'opposition déjà orientées. Donc vous avez des gens qui prétendent diriger la CENI, mais qui ont déjà dans leur façon de voir les choses un candidat. Ils ont échoué à voir. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, ils ne nous ont pas dit les personnes qui ont donné 40 000 smartphones à la Senco. Vous pensez que ces gens qui avaient donné 40 000 smartphones, c'était pour les beaux yeux des prêtres? Qu'ils n'attendaient rien en retour? Est-ce qu'ils sont obligés seulement de vous dire ça? Ce sont des secrets, non? Vous ne trouvez pas? Ce sont des secrets. Vous avez des personnes, des groupes, je dirais, comme le disait lui-même Tcholé, des Suédois, des Belges, ils ont comme ça donné 40 000 smartphones. Ces gens qui ont fait des investissements, quels investissements n'ont pas été concluants, sont prêts à revenir à la charge pour 2023, pour avoir le retour de leur investissement, qui n'était pas fait que de 40 000 smartphones. Aujourd'hui, vous avez suivi également les confessions religieuses qui disent qu'ils sont en train de travailler pour donner aujourd'hui à la RDC un homme qui sera capable de dire clairement, donner des vrais résultats. Vous l'aviez suivi. Quelle chance aujourd'hui vous accordez à la démarche des confessions religieuses? On sait que pour l'Église catholique et son appendice, l'ECC, si le président de la CENI n'est pas issu de leur rang, ils vont faire ce que nous on dit en lingala, baropanzaji Adam. On le sait. Donc, ils estiment que la crédibilité n'habite que sous leur soutane. Ce qui est faux, et je dirais même 3 fois faux. Avec ce qui se passe, est-ce que vous doutez de la crédibilité de ces élections?
qu'on ait des bonnes élections ou des bons résultats juste après, parce que vous estimez que les confessions religieuses, notamment la SENCO et les CC, sont en train de manigancer quelque chose en cachette. La SENCO et les CC, vous faites bien de me relancer. J'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas user de la discrimination en éliminant les candidats issus de l'espace linguistique du président de la République. On se souvient que le cardinal Ambongo avait éliminé des candidats de l'espace... Demandé à éliminer des candidats de l'espace Kassai. Lui, eux, qui luttent contre la discrimination. Eux qui luttent contre la discrimination. Au nom de quoi ils avaient écarté les candidats issus de l'espace linguistique du chef de l'État. Eux qui sont en croisade contre la discrimination. Voilà vous, voyez-vous. On a l'impression que l'éditorialiste est dans la peau des défenseurs du président de la République. L'éditorialiste a des opinions et des convictions qu'il assume. J'estime, et comme vous l'aviez dit au début. Comme je l'ai dit au début, malheureusement, si vous avez un jour l'occasion d'avoir en interview un représentant de la SENCO, ayez le courage de le dire aussi que ils sont... Vous voyez la question que vous m'avez posée, où vous voulez faire la lumière sur mes prises de position. Ayez le courage aussi de demander à Ntcholé sur ces prises de position. C'est complètement fini avec vous, Patrick. Vous avez, autant que vous avez remarqué, mes prises d'opposition convergent avec le chef de l'État, autant personne n'est dupe. C'est que dès le premier jour, M. Ntcholé et M. Ambongo sont dans l'opposition. Patrick, elle est complètement finie, mais je ne peux pas quand même vous laisser partir sans vous poser cette question en rapport avec la régie publicitaire qui est reconnue dans notre loi. Qu'est-ce qui bloque la mise en place de cette régie? Et ça sera votre mot de la fin. J'aurais aimé avoir du temps pour suffisamment... Malheureusement. Dites quand même un mot. Non, je préfère garder... Je n'aime pas être dans la demi-mesure. Vous allez vous donner le devoir de me réinviter. Je viens de parler de ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je tenais à vous féliciter. Vous avez pris de fort belle manière le relais de cette émission qui est, je dirais, un passage obligé pour les leaders. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous faire toujours parvenir vos questions. Merci également d'être fidèle à Info 7. Je l'ai toujours dit, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Restez fidèles à Congo Web. Au revoir. On se retrouve à la prochaine.